Bonjour chers amis, aujourd'hui j'ai invité pour cette émission et la suivante quelqu'un de très spécial. C'est quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas dans la région, mais qu'on va apprendre à connaître ensemble. Je vous présente mon invitée, Guylaine Martel. Elle vient nous entretenir au sujet de la justice réparatrice. J'en dis pas plus, elle va vous expliquer ce en quoi ça consiste. Je la laisse se présenter. Bonjour Guylaine, qui es-tu? Bonjour, d'abord, je suis Guylaine. Je travaille en justice réparatrice déjà depuis 4 ans, impliquée depuis 5 ans. Et c'est ça, je sillonne le Québec pour promouvoir la justice réparatrice et offrir des services en justice réparatrice à la population qui se sent interpellée. Qu'est-ce qui t'a amené à à ce travail, à épouser cette cause, je dirais? Parce que c'est une cause, hein, il faut vraiment que tout ton être soit interpellé parce que sinon, j'ai l'impression que ça peut pas coller. Tu n'es pas je dirais, une fonctionnaire, hein? Non, Il faut que tu sois interpellé dans toute pour ce genre de travail, à mon avis. Clairement, il faut que ça fasse sens, hein, au niveau des valeurs, au niveau des principes, au niveau des approches aussi. Ce qui m'a amené à faire un tournant vers la justice réparatrice, c'est vraiment venu en complément de ce que je faisais comme travail avant, le travail auprès des victimes d'agressions sexuelles et des femmes violentées. Puis, dans l'accompagnement, il y avait ce besoin-là qui était formulé par les femmes, par les personnes, de dire un jour j'aimerais ça rencontrer quelqu'un qui a commis des gestes comme j'ai subi, j'ai des choses à dire. Et quand j'ai entendu parler de la justice réparatrice, j'ai souhaité aller voir qu'est-ce que c'était pour vivre, voir qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça résonne en dedans. Puis quand j'ai vu la portée de ce que ça pouvait permettre aux personnes, clairement, j'ai souhaité intégrer ça dans ma pratique, puis finalement pour y atterrir comme travail. Petit à petit, un peu une référence, puis ça t'a amené à épouser cette cause-là. Puis c'est vraiment l'aspect, la possibilité de reprendre du pouvoir sur sa vie, une reprise de pouvoir, puis symboliquement se libérer, hein, du fardeau des émotions toxiques, la honte, la culpabilité et autres, là. Alors, avant que tu nous parles de tout ça, explique-nous en quoi ça consiste. Qu'est-ce que c'est la justice réparatrice? Quelles sont les valeurs qui la sous-tendent? Et puis, quelle est sa philosophie, disons? La justice réparatrice, c'est une approche, hein? Il y a plusieurs mesures de justice réparatrice, et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas qu'un modèle, il y a plusieurs modèles. Et la justice réparatrice se veut une voie pour entrer en dialogue pour permettre le dialogue entre toutes les personnes qui sont impactées, touchées par un acte criminel ou autre, ce qui fait qu'on réunit ensemble des personnes qui ont commis des gestes, qui ont subi les gestes, et d'autres qui se sentent touchées secondairement ou interpellées pour dialoguer autour des impacts. La justice réparatrice, son angle, c'est s'intéresser aux torts commis, aux torts subis. Fait que c'est autour de ça qu'on va s'adresser. Alors qu'en justice pénale, l'angle, c'est l'infraction, c'est beaucoup l'infracteur, l'offenseur, puis... Et la punition, finalement. Et la punition au bout du compte. Alors qu'en justice réparatrice, tous les acteurs sont interpellés au même titre et au même niveau. Donc, la victime n'est pas qu'un simple témoin comme dans le système de justice pénale traditionnel, mais là, chaque partie a sa place, et vraiment, l'angle, c'est l'expérience de chacun. Non plus seulement les faits objectifs, prouvables et autres, mais c'est vraiment l'expérience de chacun, où là, on peut se parler, on peut se nommer, on peut questionner, obtenir des réponses, mais vraiment, c'est exprimer. C'est né comment? Comment c'est apparu? Puis où est-ce qu'on fait ça maintenant? Et dans quel contexte?
Parle-nous-en encore un peu. Je vais aller vers les origines. Écoute, Oui. on peut dire que avant même l'existence d'un système de justice pénale, il y avait déjà des pratiques communautaires de Voilà. justice réparatrice. Les gens se rassemblaient Mhm. pour... Dans les Il fallait villages. régler des conflits, il fallait Mhm. régler des situations, il fallait régler des crimes. Mhm. L'origine aussi vient de pratiques autochtones, vient des communautés, de la culture, de la spiritualité autochtone, où dans leur pratique, le cercle de dialogue où chaque personne est invitée à parler, ben on dit aussi que les origines sont des pratiques autochtones. Plus concrètement au Canada, là, des mesures de justice réparatrice, c'est plus vers les années 70 que ça a émergé en Ontario. Puis vraiment, c'était à l'origine pour les adolescents. En rechange de mesures judiciaires ou autres. OK. À défaut de, pour compenser, pour éviter la judiciarisation, Pour éviter la j'imagine. judiciarisation, parce que les adolescents étant en développement, ben on veut leur donner une chance de se replacer, de se rétablir, puis bon, avant d'entrer dans tout ce système-là. Les expériences ont été concluantes. Alors, petit à petit, ça s'est mis à pousser, mais particulièrement chez les adolescents. Le Service correctionnel Canada, à un moment donné, a intégré des mesures de justice réparatrice parce qu'il y a des personnes incarcérées provenant de communautés autochtones. Alors, ils ont introduit des manières de faire autochtones au sein même de leur organisation. Et on commençait à offrir des rencontres de justice réparatrice entre auteurs et victimes de crimes directs au sein du Service correctionnel Canada. Tu nous dis beaucoup de mots. Crime direct, ça veut dire que vous avez mis en présence ou ils ont mis en présence un auteur d'un crime avec sa victime. Oui, exactement. Fait que les premières mesures... Ils pouvaient mesures... se parler. Oui, exactement. Fait que les premières mesures, c'était vraiment dans le crime qu'on dit direct, les personnes directement touchées. Puis la finalité, c'était une entente, hein, avec les adolescents. C'était une entente de réparation. Alors que au service correctionnel, ben c'est vraiment... c'est pas nécessairement la finalité d'une entente, mais plus le dialogue. Puis, ben... Ici au Québec, c'est un aumônier d'établissement qui travaillait en milieu carcéral qui, à force d'entendre qu'une seule des versions des faits des personnes qui ont commis les gestes, ben a souhaité entendre, ben et quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Et il y a une criminologue française qui est arrivée ici au Québec pour faire un stage, et c'est une religieuse, Thérèse de Villette, qui a rencontré David Chance. Et ensemble, ils ont fait les premières rencontres détenus-victimes de crimes similaires. Donc, aucun lien direct entre les participants, mais une histoire commune. Fait que la justice réparatrice est maintenant offerte pour des crimes directement touchés, des personnes avec crimes directement touchés et des crimes apparentés, qu'on dit. Donc, on peut, à la demande de l'un ou de l'autre des deux protagonistes, la victime et l'auteur d'un crime, le délinquant, disons, ils peuvent, à la demande de l'un ou l'autre, être préparés et se rencontrer. C'est ce que j'entends. Oui, et selon la mesure, parce que quand on fait référence au programme de justice réparatrice du service correctionnel, mais c'est la victime qui peut faire la demande. Le délinquant ne peut pas, lui, faire la demande. Il peut manifester son intérêt si la victime manifeste. Alors que dans le crime apparenté, ben, comme il n'y a pas de lien direct entre les gens, chacun peut faire une demande. Puis, à partir du moment où ils font cette demande-là, il y a tout un processus qui s'enclenche. De préparation? Ben, d'abord, d'évaluation des besoins, hein, de voir si la mesure peut correspondre aux attentes, ajuster parfois... oui, les attentes. Oui, parce que, bon, on peut avoir une idée de ce que c'est maintenant, être confronté à ce que nous, on offre, ce que les gens offrent réellement. Puis à partir de là, ben, il y a tout un processus de préparation qui s'enclenche. Et quand dans le crime apparenté, il y a tout un processus de jumelage aussi qui s'enclenche. On peut pas être avec
n'importe qui, ça dépend. J'imagine que ça fonctionne. Vous entendez le besoin de la victime, vous entendez le besoin du délinquant, puis vous essayez de mettre ensemble des personnes qui ont des besoins qui sont rapprochés, disons. Pas tant au niveau des besoins, parce que ça fluctue, hein. On s'entend, ce sont des démarches qui sont très chargées émotivement. Fait qu'il peut y avoir des besoins, mais ils peuvent fluctuer dans le temps. Mais vraiment, l'arrimage, le jumelage, c'est vraiment à partir de l'histoire de chacun, du crime commis, du crime subi, du contexte et des caractéristiques. Fait qu'on va essayer d'y aller dans quelque chose qui se rapproche le plus. Et en fonction des besoins des gens, ben des fois, on va s'éloigner un petit peu d'indices de proximité pour y aller progressivement aussi. Fait que ça va dépendre. On va tenir compte des besoins, mais du crime aussi. Quels sont vos objectifs dans ces rencontres-là? Est-ce qu'elles viennent des participants eux-mêmes ou si vous avez toujours des objectifs qui sont similaires, qui sous-tendent ces démarches-là? L'objectif, et tout va dépendre de la mesure de justice réparatrice, hein, parce que il y a différents programmes. Chez nous, au Centre de services de justice réparatrice, l'objectif, c'est le dialogue. OK. Il n'y a pas d'autre finalité souhaitée que de permettre le dialogue dans un espace sécuritaire. Maintenant, ce qui constitue... chacun peut avoir ses objectifs personnels. Tu sais, je veux rencontrer quelqu'un parce que j'ai le goût d'exprimer telle affaire, j'ai envie d'en savoir plus par rapport à ça, j'ai des questions à poser. Mais outre ça, en termes d'objectifs, c'est vraiment que les personnes, que ça leur parle. Manifeste de l'intérêt. J'imagine qu'il y a une blessure. Quand on a été victime d'actes criminels, il y a une blessure qui guérit mal, qui guérit, qui tente de guérir. Qui voudrait guérir. Oui, c'est ça. Alors, j'imagine qu'il y a ce désir-là, cette attente-là. Est-ce que ça peut être un motif? C'est sûr que les gens rendus en justice réparatrice, souvent les gens ont fait plusieurs choses. Oui, hein? Il y a thérapie, accompagnement, tout à fait. Puis la justice réparatrice, pour certaines personnes, ça devient un élément supplémentaire puis qui peut permettre des fois à il reste un nœud, tu sais, puis que, ben là, elles se disent, ces personnes-là, que, ben là, en allant en face à face avec un auteur, ben, il peut y avoir cet espoir-là pour les gens. Pour nous, par contre, il n'y a pas cet objectif-là. On n'a pas, puis on veut pas non plus promettre que ça va répondre, parce qu'on le sait pas. C'est ça. On déterre quelque chose de précieux, de sensible, et on le sait pas. C'est un mystère, hein, l'être humain. Oui. Et il peut se passer des choses que tu t'y attends pas. Alors, dans notre préparation aux participants, c'est de se préparer à pas savoir. L'inattendu. Exactement. À la surprise. Exactement. À l'émotion. Aussi, physiquiquement, j'imagine que c'est une expérience pour la victime. Disons, là, on parle beaucoup de la victime. Il y a une expérience souvent qui est corporelle, qui est émotive, puis qui est évidemment qui s'adresse à l'imagination, à la mémoire. À tout ça. À l'intellect, qui est paralysé parfois. Du point de vue du délinquant, quel pourrait être le besoin, le moteur, le motif? Souvent, la motivation, c'est les délinquants en établissement. Chez nous, on travaille avec les judiciarisés, donc ceux qui ont été sentencés. Et ils ont participé à différentes thérapies, programmes et autres. Et c'est la prise de conscience du tort commis chez l'autre. Et pour nous, c'est crucial cet élément-là, ce souci de « Ah, et qu'est-ce que j'ai causé chez l'autre? » OK.
Et là, c'est le désir d'en savoir un peu plus et Mhm. d'être confronté à sa culpabilité réelle. Hein? Il y a la culpabilité, tu sais, il a été reconnu coupable Coupable, oui. par la justice, mais Mhm. l'autre processus où là, il se reconnaît responsable et coupable du geste. Et maintenant, c'est d'aller voir quelle a été la mesure pour l'autre de ce geste-là. Puis c'est le désir vraiment d'entrer dans cette sphère-là. C'est très confrontant. Et pour un et pour l'autre, tu parlais d'expériences très physiques. Oui. C'est pas... à la première rencontre, c'est délicat. Chacun arrive chargé, apeuré aussi, insécure. Fait que oui, dans l'expérience de justice réparatrice, le corps Le corps, oui. prend forme et se transforme parce qu'il y a toute cette charge-là. Alors, qu'est-ce que les délinquants, qu'est-ce qui les motive? Et c'est aussi le désir de, si je peux réparer un tant soit peu. Il y a un désir de réparation. Il y a un C'est désir, là où ouais, arrive la réparation. une contribution à la réparation. Puis pour nous, c'est important de dire que tu contribues, tu peux contribuer à la réparation. On va voir qu'est-ce que ça va produire chez l'autre. Mais ton mandat n'est pas de réparer l'autre. Oui. Ton mandat, ta job à toi, c'est de te réparer toi. Et si ce processus-là t'aide à aller plus loin, tant mieux. Parce que moi, j'ai l'impression que quand tu es criminellement responsable d'un geste, quand tu as été reconnu coupable, il y a quelque chose en toi de brisé aussi déjà, qui demande réparation. Tout à fait. Ne serait-ce que cette prise de conscience-là, parce que l'être humain, le délinquant est aussi un être humain qui s'est à quelque part brisé aussi, qu'il était peut-être, j'imagine qu'au début, que vous devez avoir des expériences qui démontrent à quel point ces gens-là étaient blessés d'abord, mais que le geste qui a porté atteinte à quelqu'un d'autre a porté atteinte aussi à la personne. C'est sûr que ça rajoute. Hein? Puis comme tu dis, oui, on commet pas un acte criminel quand tout va bien, tu sais, quand c'est stable, quand c'est wow à l'intérieur. Fait que c'est sûr qu'il y a des blessures et que quand tu prends conscience du tort commis, quand tu prends la responsabilité de ton geste, ben c'est une autre brise, tu sais, c'est un autre aspect qu'il faut travailler parce que là, d'avoir ça sur la conscience, ben ça va demander tout un processus un processus à la personne pour sortir de la culpabilité toxique, de la honte toxique associée, mais surtout pour oser aller réparer ce qui a pu mener juste au passage à l'acte. Est-ce que les délinquants peuvent demander ce genre de rencontre pour s'éviter une punition plus longue, pour éviter de subir un autre procès, ou est-ce que ça remplace la justice pénale? Tout dépendamment du modèle de justice réparatrice. Hein? OK. Il y en Chez a nous, quelques-uns? Non. Dans notre modèle de rencontre à nous, on travaille toujours avec des personnes qui ont été judiciarisées, sentencées, donc ça n'a pas d'impact sur la peine. Maintenant, selon les mesures, actuellement pour les adultes, il y a ce qu'on appelle le programme de mesures de rechange général. Et ça se vit en cours de procédure judiciaire. Donc, ça peut interférer dans le cours du processus judiciaire. Ah bon, avant que l'individu soit reçoive jugé. Une sentence finale. Oui. Okay. Et ça, c'est pour des crimes spécifiques. C'est pas à ce moment-ci, c'est pas pour les crimes que l'on dit graves contre la personne. Chez les adolescents, oui, ça peut remplacer. Oui. OK? Fait que vraiment, ça dépend du type de mesure. Est-ce qu'il y a des âges? Est-ce qu'il y a des clientèles? Est-ce qu'il y a des crimes pour lesquels c'est pas possible? C'est proscrit, c'est interdit, ça ne convient pas. Est-ce qu'il y a des interdits qui peuvent...
spontanément, je ne vois pas d'interdit en type de crime. Non. Par contre, ça va toujours aller selon les personnes, C'est du cas par cas. C'est du cas par cas, les motivations, là où la personne est rendue dans son cheminement aussi, parce qu'en justice réparatrice, c'est pas un règlement de compte. Ouais, Donc, c'est ça. on est là pour établir un dialogue, pour oser entendre ce qui se passe de l'autre côté. Alors, est-ce que j'ai cette capacité-là? Est-ce qu'il y a des risques pour moi? Jusqu'à tout récemment, par rapport à la justice réparatrice, quand je vais dire on, là, mais notre système était un peu chatouilleux à l'idée de mettre en face à face, puis il l'est encore possiblement, des personnes directement liées par un crime de nature sexuelle et en violence conjugale, en raison de toute la dynamique. Dynamique, violence sexuelle intrafamiliale, là, fait qu'il y a toute une dynamique relationnelle, puis ben peut-être un risque parce que les relations sont toujours possibles après coup. Donc, et en même temps, on se dit aussi que ben si les gens veulent le faire, aussi bien le faire de manière encadrée, on peut pas tout prévenir. Parce que justement, les liens vont rester. Pourquoi pas tenter qu'ils soient le plus harmonieux ou facilités, à moins que les gens choisissent, il sera toujours temps de choisir de couper complètement les relations. Fait que ce serait à peu près ça. Fait que c'est vraiment là. Puis pour nous, chez nous, c'est quoi les motivations? C'est quoi ton état d'être quotidien? Ça demande un minimum de stabilité. On n'est pas parfait, là. Ça veut pas dire que j'ai sûrement... Non. Mais ça prend... il faut mettre la table, ça prend une base de sécurité, là. Des préalables. Parce que c'est engageant. Parce que ça soulève. C'est pas doux, là. On sait pas qu'est-ce qui va. Fait que c'est important fait que ça serait ça pour nous, les précautions. Les précautions. J'imagine que dans ton travail, Guylaine, tu reçois des gens que tu dois préparer à ce genre de rencontre-là. Comment on prépare? Quelle est la préparation courante? Est-ce que c'est long? Est-ce que ça demande beaucoup de rencontres? Qu'est-ce que tu fais principalement pour préparer le délinquant et la victime à une rencontre? OK. C'est sûr, si on était dans le crime direct, la préparation est beaucoup plus longue. Hein? C'est une autre dimension à cause de l'aspect lien, dynamique et ramification. Chez nous, on est en crime apparenté, donc aucun lien entre, et il n'y en aura pas non plus après. Donc, la préparation, elle est beaucoup plus simple. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, par contre. Fait que c'est la préparation, ça va être vraiment... les personnes ont des documents à faire, à compléter. Ah oui, une espèce de devoir. Ben oui, pour se préparer à rencontrer. Fait que c'est sûr qu'il y a tout un processus de questions, réponses, préoccupations, puis là, ben de mise en situation aussi. Tu sais, comment tu vas vivre le premier moment que tu penses, tu sais, comment tu imagines l'autre. Et si l'autre a une réponse qui te convient pas, tu sais, fait que ça va être d'essayer de prévoir un peu les réactions, mais pas trop. Parce que les gens, puis il faut faire confiance aux gens aussi, parce que quand on présente le processus, ben on présente la réalité du processus. On n'est pas à dire ça va être beau, ça va être fin. Il n'y a pas de censure, puis c'est dans le préparation pourrait éviter aux gens de vivre la vraie émotion. Ou d'être en arrêt, puis de chercher une bonne réponse, une bonne attitude. Alors que nous, on veut travailler avec ce qui sera là. Fait qu'on va préparer à soutenir. Et si tu vis une émotion, et si tu bloques, et s'il y a une reviviscence d'un souvenir, qu'est-ce qu'on peut faire pour te... Fait que c'est dans ce sens-là. Puis on va préparer aussi à la veille, la semaine d'avant, le jour d'après, la semaine d'après. Parce que... Le support, le soutien, l'accompagnement. Est-ce que ça remplace la thérapie? Non, c'est un ajout, c'est un complément, c'est un ingrédient. Oui, c'est un des ingrédients dans le parcours de rétablissement d'une personne. Fait que ça remplace pas,
il faut que ça fasse sens pour la personne. Puis, ben, comme on n'a pas cette visée-là que ça soit thérapeutique, parce que chez nous, c'est court dans le temps. Il y a toute autre activité qu'on offre qui va venir soutenir la réparation de la personne, mais nous, c'est court dans le temps. Et on a comme exigence... Court, tu veux dire... À peu près? La démarche de justice réparatrice chez nous, à partir du moment où on enclenche un processus, donc la série de 2 ou 3 rencontres, ben ça peut se faire sur 2 mois, mettons. Bon, quand même. Mais c'est ponctuel. Et l'accompagnement thérapeutique, ben on demande aux gens d'avoir un filet de sécurité et d'avoir quelqu'un en relation d'aide, un psychologue, un thérapeute, au besoin qui est là pour continuer le travail. Parce que nous, on n'est pas là pour continuer le travail. C'est ça. On se rajoute en complément à ce que les gens ont déjà accès. C'est très bien, très beau. Vous êtes un service qui allait dans les établissements de... Vous êtes bienvenue, toléré, souhaité, j'imagine, plus en plus. Oui, ben on a des établissements avec lesquels on a nos portes d'entrée. Notre mesure, on peut faire les rencontres en communauté, donc hors établissement et en établissement. Fait que oui, on a établi des... Je dirais que j'ai souri au mot toléré. Oui, c'est ça. Est-ce que... Ça va, il y a des ententes. Il y a des ententes, puis vraiment, ben nos accès, il y a d'autres établissements avec lesquels c'est plus difficile d'entrer. Là, il y a de la réserve. Mais quand on est bienvenu dans un établissement, ça fait partie de ce qui est offert, fait qu'on est bienvenu. Bien, merci Guylaine de nous avoir mis la table, mais là, on est en appétit. On se retrouve la semaine prochaine pour parler un petit peu plus en profondeur d'une rencontre, de ce qui se passe entre les gens et plus largement aussi, quel est le service pour la communauté, pour, je dirais, l'ensemble de la société. Quel service vous rendez? On ira un petit peu plus en profondeur parce que c'est sûr que s'il y a un impact pour une et l'autre personne, il y a un impact aussi pour toute la société. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci aux services techniques à Claude et Gilbert qui ont été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite la joie et la paix.